J'adore ce métier. C'est un métier magnifique qui peut te lever socialement, financièrement, intellectuellement, qui peut te faire rencontrer des gens de la terre entière. Donc c'est pour ça, je pense qu'on doit être positif, car ce métier, on ne doit pas le laisser mourir. Je suis Stéphane Méjanès, je suis rue Malard dans le 7e arrondissement de Paris, au 27. Et on va aller à la rencontre de Stéphane Gégaud. On va prendre de ses nouvelles et c'est mieux comprendre ce que c'est qu'être restaurateur en 2020. Salut Steph. Salut Stéphane, ça va? Ça va. Écoute, allez, bienvenue à la maison. La première question est toute simple, elle a parfois pas beaucoup de sens, mais comment ça va? Écoute, physiquement très très bien, beaucoup de détermination, après beaucoup d'incompréhension aussi. Ouais, parce que toi, quand tu as commencé ce métier, c'était quoi ton rêve dans la vie du jeune Stéphane Gégaud qui veut devenir cuisinier? C'était quoi ta vision du métier? Mon rêve était ce que j'ai vécu depuis avant le confinement, depuis avant le 13 mars, tout simplement. Créer certes de la cuisine, créer un environnement où les gens pouvaient être bien. Moi j'avais cette vision-là de presque un petit peu fleur bleue peut-être de notre métier. Et c'est vrai que depuis j'ai déchanté. Et plus j'ai monté dans les échelons quelque part et j'ai eu la chance de rencontrer en 92 M. Condeborn, où là la gastronomie, la bistronomie a commencé, où il a créé ça. Bah moi je me suis retrouvé immédiatement en lui et avec lui. Pourquoi? Parce que la convivialité, du partage, ce côté famille par rapport même aux clients. Et il y a un truc qui m'a beaucoup touché, si tu veux, c'est que moi je viens, ma mère est fille d'agricultrice, mon père boucher charcutier, qui est un très très bon professionnel d'ailleurs. Et moi j'ai toujours, depuis que je suis né, j'ai toujours vécu dans cet environnement-là. À 5 ans, j'ai allé tuer le cochon avec mon père. Je suis né avec un couteau dans la main, tu vois. Et je suis rentré en apprentissage. C'est quoi? Ouvrir des boîtes, faire du congelé, servir des choses. Mais quand je pense à ce qu'on servait, à ce qu'on nous faisait faire, c'était, un exemple simple, ouvrir une boîte 5-1 de carottes, de se faire frapper parce que tu avais le pulco qui était à gauche et pas à droite, de mettre tout ça dans un saladier, remuer et donner ça sur un chariot d'entrée. Voilà mon apprentissage. Mais c'est les voyous de notre métier, au point où tu avais de la maltraitance, tu avais de la violence, tu avais du mépris, et pour la finalité, faire de la merde. Et je me suis extirpé de ça grâce à l'armée. J'ai eu la chance d'être placé dans un mess des officiers à Saint-Germain-en-Laye, où j'ai rencontré justement des gens qui sortaient maintenant de grandes maisons. Toi, c'était le Ritz, c'était le Crillon, c'était drôle parce que c'est maintenant tous les gens qu'on côtoie, tu vois. Et c'était assez marrant parce que c'est là que j'ai rencontré la haute gastronomie à l'armée. Et là, je me suis dit, putain, c'est quand même ça qui est génial, faire les choses, tu vois. Et tu as ouvert en 2002, donc 2002. La Mi-Jean. Ouais. Donc dans ces 18 ans, il n'y a eu que des bons moments, il y a eu des galères. On n'a eu aucune galère économique. On est passé au-dessus de toute crise. Pourquoi? Parce que la Mi-Jean, quelque part, tu l'imagines un petit peu comme un repère de convivialité, un repère de voyous qui ont envie d'être là, qui ont envie d'être bien. Et ça a toujours été un peu un phare de repère de convivialité, de bonheur, de lieu de vie, de gens qui se partagent le bout de gras du monde entier. Pas d'envie d'arrêter, de tout lâcher à un moment, pas de déprime. Non, je veux pas. Que des bons souvenirs. Non, c'est pas des bons souvenirs, c'est que c'est la vie qui t'emmène dans un tourbillon. Tu vois, pendant 10 ans, le tourbillon pendant 10 ans était 180 couverts jour. Et ça a été le quotidien pendant 10 ans. Et là, j'ai dit stop. Stop, parce qu'on était arrivé, si tu veux, à une telle agitation, un tel brouhaha, que j'arrivais presque plus à m'entendre moi-même dans ce que je voulais défendre, de ce que je voulais donner aux autres. Donc là, on a enlevé 40 couverts, on a posé les choses, et on a peut-être sorti un peu plus au grand jour ce qu'on était, tu vois. Jusqu'au 14 mars. Et ouais, jusqu'au 14 mars. On l'a vu arriver, donc le 14 mars, on n'a pas été surpris, les frigos étaient quasiment vides, mais quelque part ça te fait vraiment une claque où tu sais que instantanément tu t'arrêtes. Et j'ai eu cette sensation le 14 mars, où tu es à 1000 km/h et d'un seul coup tu t'arrêtes. Et tu sais que tu ne peux pas reprendre, parce que tu ne maîtrises rien. Et ce sentiment-là, je peux dire que c'est un sale sentiment. Et là, c'est un rouleau compresseur qui est en train de se passer. Donc on se retrouve dans une situation, c'est la perte sèche. Certes, ils nous ont mis 10 000 € en plus. Certes, ils nous ont mis le chômage partiel continu. Certes, on a eu le PGE. Mais ils sont en train de faire rentrer dans l'esprit de l'opinion publique
et du monsieur tout le monde, car attention, les restaurateurs, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Et qu'est-ce qu'ils demandent de plus? Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que le PGE, c'est un prêt. C'est un endettement, oui. Il faut le rembourser. Report, comme le mot indique, il faut rembourser. Report de loyer, il faut rembourser. 10 000 €, même si tu prends une crêperie qui fait 1 500 € au jour, 10 000 € ne lui fera pas 6 semaines. Donc, à un moment, à force, c'est la disproportion entre la réalité du terrain et les annonces, mais c'est complètement incohérent. On comprenne comment tu gagnes ta vie, toi. Alors pour l'instant, je ne suis pas payé, je ne me paye pas inévitablement parce que je me paye sur la richesse que je crée, c'est-à-dire sur mon travail. Le 14 mars, ça a été arrêté. Et donc on a repris donc début juin, deuxième quinzaine de juin. Inévitablement, on n'avait pas assez de finances pour se payer. Inévitablement, moi, je suis du genre à mettre des noisettes de côté. Donc, je suis en train de piocher dans ce que j'ai mis de côté pour, quelque part, bêtement, tes vieux jours. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Vu qu'on aime bien mettre la réalité sur les faits, je déconfine 3 personnes pour arriver à faire du volume, etc. On fait les calculs à la fin de la semaine. J'avais gagné 0. Ah, j'avais perdu mon temps surtout. Parce que là, d'un seul coup, on a rallumé la machine, les frais fixes, les loyers, le personnel, les coûts, tout ça, tous les charges et tout ça. Parce que pendant qu'on était en confinement, tout minou, tout là, à regarder Netflix, on payait rien quelque part. On avait oublié qu'il y avait des choses à payer. Et ouais. Et quand tu appuies sur le bouton, c'est pas Instagram qui te rembourse tout ça. Hein. À force d'avoir ce côté tout est beau, tout est gentil, les super sourires, tout, mais il ne faut pas dire les choses qui fâchent. Non, je pense que ça ne marche pas comme ça la vie. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on est en partie dans cette situation-là. Et en partie, cette situation-là est en train de tuer l'essence même de notre métier. Malgré tout ça, je reste positif pour une raison précise. Ce qui me fait me lever le matin, c'est que j'adore ce métier. C'est un métier magnifique qui peut te lever socialement, financièrement, intellectuellement, qui peut te faire rencontrer des gens de la terre entière et surtout qui te fait tisser des liens avec des gens improbables. Donc c'est pour ça, je pense qu'on doit être positif car ce métier, on ne doit pas le laisser mourir et on ne doit pas le laisser justement s'uniformiser par rapport à cette crise-là qui nous pousse à aller vers la simplicité pour ne pas mourir. Tu t'es jamais dit j'arrête tôt, ça suffit maintenant? Tous les soirs quand je finis ma journée. Et c'est comme le phénix, tous les matins, tous les matins on renaît, tous les matins le phénix il renaît. Voilà. Alors comment se réinventer aujourd'hui? Ça va réinventer, je vais te dire que je crois que c'est le mot que je supporte le moins bien là. Là, se réinventer, pour que je me réinvente là, il faudrait que j'aille dehors faire des claquettes à poil dans la rue. Comment tu réinventes ton restaurant aujourd'hui? Peut-être que c'est la livraison, la vente à emporter, le nombre de couverts, une offre différente? On a tout expérimenté de A à Z et voir ce qui marche pas. Et on a mis en place des choses précises. On a pris le côté Gigot to Go, mon nom de famille, donc donc on a investi les cuisines des gens. Donc ça fonctionne vraiment. Mais il faut savoir que c'est pas se réinventer. C'est que j'ai sorti ça un petit peu de la naphtaline. Je l'ai créé il y a 18 ans. Il y a 18 ans, j'ai créé ça parce que j'avais des problèmes de riches. Mon restaurant était tellement plein. On avait un cercle assez privé, c'était rigolo, ça a grossi, jusqu'au moment où ça a tellement grossi, où c'était Paris. Et on est tombé sur des petits voyous qui ne nous ramenaient pas les cocottes. Et j'ai arrêté. Après le confinement, j'ai dit, tiens, il y a ça. Donc on a appelé ça les Gigot to Go. On a complètement repaufiné la chose. On l'a rafraîchi, on l'a remis un peu plus au goût du jour, on l'a exploité différemment et on a vu que ça fonctionne. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu disais sur le restaurant, c'est que c'est tout un monde. Il n'y a pas seulement le chef, hein. Comme tu disais, on voit souvent le chef à la télé qui râle, mais c'est parce que derrière, tu es le représentant de tout un écosystème. Il faut comprendre absolument que la restauration, oui, le restaurant, oui, le chef peut-être, mais surtout c'est l'écosystème qui est autour. L'équipe déjà, là, mais tes artisans. C'est pour ça que notre métier, ce qu'on disait tout à l'heure, est un métier magnifique. C'est que j'aime ce métier justement par rapport à ça. C'est quand tu regardes cette table-là, des bols uniques, une Georgette, une histoire de dingue. Je suis à Taste of Paris, je suis avec Alain Ducasse, on déconne. Alors tu vas me dire déconner avec Alain Ducasse, eh oui, ça arrive. Il peut le faire. Il peut faire. Et je vois ce monsieur.
était là dans son stand. Je lui ai dit à ce type, mais vous savez, il y a 4-5 jours, je vous ai vu à la télé, votre Georgette, ça m'a intéressé. Et je trouve ça assez admirable dans ce métier que d'un rien, tu vas créer une histoire, tu crées surtout une économie. Je lui en achète 2000. 2000 Georgette. Quand tu connais le prix de la Georgette, tu peux te dire un truc, tu la sens passer. Sauf que ça, d'un seul coup, ce n'est plus un objet banal d'une histoire. Ça crée son histoire. C'est ça aussi qui est extrêmement important. C'est pour ça que dans ce qui se passe là, ce qu'on a tendance à oublier, et d'ailleurs c'est même pas qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on a complètement occulté ça, c'est que le fait de faire fermer le restaurant, ben, tout cet écosystème-là, on le met de côté et il est mort. Ces gens-là, c'est nos partenaires. Mais ça va de l'étudiant qui est derrière le bar, qui arrive après sa journée à la fac, ou ça va de la femme de ménage qui vient faire le ménage, etc. Et on était obligé de supprimer tout ça. Parce que l'économie s'est arrêtée. C'est pas une goutte d'eau. Parce que, si tu veux, tous ces maillons-là font le collectif de ce qu'on est. Arrive un moment, ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui te fait tenir, d'y croire encore? La passion du métier, la passion de ses équipes, de ses producteurs? Oui, la globalité. Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu penses Bien sûr que je suis positive. La beauté du métier, de pouvoir... tu vois, moi j'ai 3 gamins que j'ai en apprentissage, et c'est ces gamins-là qu'on doit aider. Si tu peux remonter à 10 mois, on était tous en train de se branler en disant que la gastronomie, c'était extraordinaire, c'était beau, c'était le fleuron de la France. Qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? Nous, ce n'est pas les contrats publicitaires qui payent nos factures. Ce n'est pas le Qatar qui nous paye nos factures. C'est la richesse qu'on fait tous les jours. Tu vois? Et si on nous fait fermer, ou si on nous diminue comme on est là, inévitablement, c'est pas de la casse qu'il y aura. Il n'y aura plus rien. Je ne veux pas que notre métier soit dépendant des subventions, dépendant des reports de ceci, dépendant de ça. Je ne veux pas que les fonds de l'Europe arrivent à nous aider, nous. Non, je veux qu'on nous laisse travailler avec du bon sens et surtout qu'on n'oublie pas tout l'écosystème qui est en train de crever autour de nous.